Bonsoir, nous sommes le jeudi 24 décembre. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition du 7-8, le journal. Comme chaque jour, votre actualité locale, entourée des journalistes de la rédaction, mais également de nos invités. On commence tout de suite avec les titres de cette édition. Une crèche vivante pour célébrer Noël. Enfants et adultes ont participé à cette initiative du club de Saint-Quentin qui s'est déroulée à l'église Saint-Pierre-du-Lac à Montigny-le-Bretonneux. Plus d'une vingtaine de messes seront célébrées ce soir sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines. Un message de paix dans un contexte particulier après les attentats de Paris en novembre dernier. Le père Bruno Valentin, curé des paroisses de Voisins-le-Bretonneux et Montigny-le-Bretonneux, sera en plateau pour nous en parler. Et enfin, qui sont les sportifs yvelinois qui ont marqué l'année 2015? Réponse dans la chronique sport. Adila Mohammadi, champion d'Europe de boxe, sera notre invité. Et pour commencer, nous allons parler météo. Vous avez sans doute remarqué la douceur particulière en ce début d'hiver. Cet hiver, les températures sont supérieures à la normale avec environ 4,4 degrés en plus. Il s'agit de l'hiver le plus doux jamais observé à Trappes, par exemple, depuis 1926 et à l'Observatoire de Paris-Montsouris depuis 1872. Le dernier record de température était constaté en 1934 et 1974 avec 2,8 degrés au-dessus des normales saisonnières. Une douceur également attendue pour le reste de l'hiver. Cela s'explique bien évidemment à cause du réchauffement climatique, le phénomène El Niño et surtout à cause d'un phénomène météorologique provenant du sud-ouest. Les détails avec Frédéric Misrahi au micro de Sephora Namani. L'hiver est doux parce que nous avons des flux de sud-ouest à répétition depuis maintenant 2 mois, donc des flux qui viennent de l'Atlantique subtropical, de la région des Açores, donc qui nous amènent sans arrêt des masses d'air extrêmement douces. Ici, vous avez une illustration de la situation météorologique qui persiste depuis maintenant 2 mois, avec toujours ces flux de sud-ouest qui nous viennent depuis la région des Açores, là, et qui remontent très très loin vers le nord, jusque vers la Scandinavie, où on a aussi des températures beaucoup plus élevées que la normale. Et à l'occasion des fêtes de fin d'année, le club Saint-Quentin a organisé une crèche vivante ce week-end à Montigny-le-Bretonneux. Cette année, pas de cortège ni d'animaux en raison des attentats. Pour des raisons de sécurité, les familles sont restées à l'intérieur de l'église Saint-Pierre-du-Lac. Fanny Bourdillon et Camille Lambert. Ici, pas de santon. Marie, Joseph et les rois mages sont joués par des enfants. L'église Saint-Pierre-du-Lac de Montigny-le-Bretonneux a proposé une composition vivante de la crèche dans une ambiance familiale. L'idée, c'est de marquer le temps de Noël à travers un temps festif et convivial pour tous, donc vraiment ouvert sur la ville, organisé par les enfants du Club Saint-Quentin, qui est un centre d'accueil et de loisirs donc à but éducatif et chrétien. 6 ans déjà que le Club Saint-Quentin offre ce spectacle, l'occasion aussi pour les enfants de comprendre la nativité. On a fait une espèce de petite histoire pour introduire la crèche et la naissance de Jésus. Quand Jésus est né, il y a les bergers qui arrivent, il y a les rois mages et donnent des cadeaux. Il est né, le divin enfant, enfin presque. En attendant, on patiente avec des chants de Noël. Et en ce jour de Noël, nous recevons le père Bruno Valentin, curé de la paroisse de Montigny-le-Bretonneux et de Voisins-le-Bretonneux. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, nous venons de le voir justement, le sujet, le reportage sur la crèche vivante. C'est une de vos initiatives. Pourquoi avez-vous voulu organiser ça? C'était un petit rappel, une petite chose pour vos fidèles. La crèche, c'est une très vieille tradition. Ça a quasiment 900 ans aujourd'hui. Ça a été inventé par saint François d'Assise. Et quand il l'a inventé comme une pièce de théâtre, et non pas comme les petits personnages en terre cuite que tout le monde connaît. Et donc, nous aussi, on a voulu se réinscrire dans cette tradition qui consiste à faire jouer l'histoire de Noël pour tout simplement la rendre accessible à tous, et notamment aux plus jeunes, aux enfants. Alors justement, on l'a vu, il n'y avait pas d'animaux justement dans la crèche par mesure de sécurité. On est dans un contexte assez compliqué au vu des attentats qui se sont déroulés le 13 novembre dernier à Paris, donc le contexte est un peu tendu. Il y aura des mesures de sécurité ce soir avec les différentes messes qui sont organisées? Oui, bien sûr, la préfecture de Versailles a donné des consignes précises pour que tout se passe dans les conditions de sécurité maximum. Et donc dans les Yvelines, comme partout en France, toutes les messes de Noël se dérouleront dans la plus grande sécurité. C'est quelque chose que vous craignez ou même dont les fidèles vous parlent? Ils nous interrogent
Ils nous interrogent pour savoir si la sécurité est assurée. Non, je ne parlerai pas de crainte. Il n'y a pas de peur. Simplement, les gens veulent savoir si on prend nos responsabilités, ce qui est le minimum. Hein. Est-ce que justement les églises sont plus surveillées dans cette période pour la messe de Noël, mais aussi pendant les vacances de Noël? Est-ce qu'il y a des mesures à respecter pour les fidèles, par exemple? Oui, qui sont au fond des mesures de bon sens. Ce que demandent les autorités civiles, c'est que tout simplement que chacun ouvre l'œil et soit attentif aux comportements anormaux, aux vêtements anormaux, aux bagages anormaux. Et surtout, ce qui nous est redit, c'est ne pas hésiter à signaler aux curés, aux prêtres qui sont là, tout ce qui peut nous sembler étrange. Voilà. Alors, je le rappelle, cet entretien a été enregistré ce matin pour que vous puissiez justement aller faire les messes de Noël ce soir. Alors, comment vont-elles se passer? Il y en a plusieurs. Vous allez faire un espèce de circuit, si on peut le dire? Ben oui, parce que vous savez, nous, on tient à ce que tout le monde, de ceux qui le souhaitent, puisse célébrer Noël. Donc, on commence dans l'après-midi dans les maisons de retraite. Dans les différentes maisons de retraite, la messe est proposée tôt. Ensuite, en début de soirée, il y a des messes pour en particulier les plus jeunes, les enfants, les familles. Alors, comment ça se passe ça se prolonge jusqu'à minuit. C'est une messe différente pour les plus jeunes, pour les enfants? Vous proposez des choses différentes? On essaie d'adapter les choses, oui, en reprenant une dimension de jeu, de théâtre, et puis en mettant les explications à leur portée. Alors du coup, il va y avoir une demi-douzaine de messes qui vont être faites ce soir, c'est ça? Sur Saint-Quentin-en-Yvelines, dans son ensemble, il y a plus de 25 messes célébrées. Sur ma seule paroisse, Montigny voisin, il y en a 5 déjà. Alors est-ce que vous allez forcément donner une dimension spéciale à cette messe de Noël? Oui, bien sûr, parce que je crois que l'enjeu, Noël, c'est Noël chaque année, mais avec tout ce qu'on a vécu depuis ces dernières semaines, je crois qu'il y a un enjeu important à corriger peut-être un certain nombre des défigurations de Dieu qui ont pu être données par ceux qui ont fait ces attentats. Parce qu'ils l'ont fait au nom de Dieu. Et on ne peut pas perdre ça de vue quand même. Ils prétendent, en faisant ça, montrer qui est Dieu. Et l'enjeu de Noël cette année, c'est évidemment de montrer que Dieu, c'est tout autre chose. Si Dieu devient homme et se fait un petit bébé, c'est qu'il est tout autre chose que ce visage de haine, de violence qu'on a voulu nous montrer. C'est une discussion que vous engagez avec vos fidèles justement par rapport à ces attentats et par rapport à la religion qui peut aussi peut-être effrayer parfois ce côté-là justement avec le terrorisme? Oui, on en parle beaucoup comme d'un défi qui est lancé à nous les croyants, c'est-à-dire nous disons connaître Dieu, nous disons être en relation avec Dieu. Alors qu'est-ce que nous en savons? Qu'est-ce que nous sommes capables d'en dire, d'en montrer? Et d'abord dans notre façon de vivre, parce que les gens n'attendent pas d'abord des discours, mais des engagements concrets. Et donc, ici à Saint-Quentin, on va avoir à cœur dans l'année qui vient de vivre l'année spéciale qui s'ouvre pour toute l'Église catholique à partir du mois de janvier, qui est une année de la miséricorde. Le défi que le pape François nous lance, c'est de montrer que le vrai visage de Dieu, c'est tendresse, proximité, attention aux plus fragiles, délicatesse les uns avec les autres. C'est ça le vrai visage de Dieu. Et notre défi, c'est de le montrer. Et donc l'année 2015 sera donc l'année de la miséricorde. Il va y avoir des choses qui vont être engagées différemment, peut-être aussi dans vos messes. Cela va changer quelque chose? Oui, dans la façon de prier, mais surtout dans la façon de faire. On va être attentif à développer davantage, peut-être qu'on ne le fait jusqu'à maintenant encore, tout l'engagement caritatif, la solidarité. C'est la fête Noël, c'est la fête la plus importante pour la communauté chrétienne. Vous avez beaucoup plus d'affluence ce soir. Est-ce que c'est peut-être le moment de rappeler aux gens le sens religieux de cette fête qu'on oublie parfois? Oui, c'est vrai qu'il est toujours bon de le rappeler, mais il ne faut pas non plus sombrer dans un pessimisme un peu noir. Moi, je crois que les gens, ils savent ce qu'ils viennent fêter. Et qu'au fond, même s'ils viennent le fêter sur le mode de leurs liens familiaux, sur le mode d'une solidarité plus grande, ce n'est pas un contresens par rapport au message proprement religieux de Noël. Vous allez faire passer un message spécifique par rapport aux attentats, mais aussi par rapport à la solidarité, à la charité? Oui, absolument. Chaque année, Noël est l'occasion pour les catholiques de se mobiliser beaucoup sur ce terrain de la solidarité, et cette année plus que d'habitude encore. Est-ce que justement il va y avoir des choses organisées tout au long, peut-être des vacances de Noël que vous faites avec la paroisse, justement à destination peut-être des personnes âgées ou autres? Alors il y a des choses qui vont se réaliser et qui ont été mises en route en amont. Par exemple, la paroisse se mobilise chaque année pour fournir aux détenus de Bois d'Arcy des cadeaux qu'ils puissent eux-mêmes offrir à leurs enfants.
Voilà, comme ça, on veut soutenir le lien parental en fait des personnes détenues en leur donnant les moyens de se manifester comme papa auprès de leurs enfants. Donc ça fait quelques semaines qu'on a déposé à l'aumônerie de Bois d'Arcy les cadeaux qu'ils vont pouvoir donner à leurs propres enfants. Et puis pendant les fêtes, un certain nombre de repas pour les personnes seules sont organisés. On attend 100 personnes à l'école du Lac, à Voisin, le jour de Noël. On attend plusieurs dizaines de personnes à Guyancourt, au Cap-Saint-Jacques, le soir du 31. Il y a effectivement toutes sortes de repas. Notre grand point de mobilisation pendant les fêtes elles-mêmes, c'est la solitude. Justement, par rapport à la solitude, vous faites peut-être appel à des bénévoles, à des gens qui peuvent venir vous aider pendant ces fêtes de Noël ou même peut-être ce soir? Absolument. Toutes les personnes qui ont envie de donner un peu de leur temps, toutes les personnes qui ont envie simplement de vivre ces fêtes un peu autrement sont les bienvenues. Très bien, merci beaucoup Père Bruno Valentin d'être venu sur notre plateau et d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je vous souhaite un joyeux Noël et des bonnes fêtes, merci. Et on ouvre à présent une page sport. La 19e édition du 4L Trophy est programmée du 18 au 28 février prochain. Cette année, plus de 1300 équipages composés d'étudiants se sont inscrits pour ce raid automobile humanitaire. Cette année, une Guyancourtoise, Laetitia Deslandes, prendra le départ de cette course qui relie la France au Maroc. Un reportage signé Mickaël Elmidoro et Patrick Jacques de Dixmude. Une aventurière des temps modernes, la Guyancourtoise Laetitia Deslandes, 24 ans, étudiante en deuxième année de Masters, s'est lancé le défi de disputer la 19e édition du 4L Trophy, une course d'orientation automobile exclusivement destinée aux étudiants qui relient la France au Maroc. Pour s'inscrire à l'épreuve, les participants doivent collecter en moyenne 7 500 € pour couvrir les frais d'inscription et la préparation du véhicule. L'aide de sponsors est donc indispensable. On a voulu en fait s'adresser à des grandes entreprises. Donc au début on a eu beaucoup de noms en fait, énormément de noms. Donc on n'a pas baissé les bras mais c'est démotivant. Et puis un jour voilà, on a eu beaucoup de oui et puis voilà, avec le contexte, plein de choses. La persévérance au final et on a rempli notre objectif. La compétition est organisée du 18 au 28 février. L'Yvelinoise partagera cette expérience avec sa camarade de classe Anaïs Chartier. On va tourner régulièrement, peut-être 3 heures chacune à chaque fois pour se répartir le temps, pour éviter cette fatigue justement. En fait, on a 6000 km à faire pendant 10 jours. Du coup, ça fait une moyenne de 600 km par jour, donc on va alterner. Voilà, dès qu'il y en a une qui est fatiguée, hop, on alterne. Et puis après, oui, on va vivre ensemble au quotidien, on aura une petite tente, donc on va dormir ensemble tous les soirs sous la tente. Pour participer à cette course humanitaire qui consiste à amener 50 kg de fournitures scolaires au Maroc, les deux étudiantes ont acheté une voiture qui a déjà 2 4L Trophy à son actif. On a un moteur quand même relativement simple. On a notre batterie, notre liquide de refroidissement, on a 2 ventilateurs pour refroidir le moteur. Pendant le raid, on aura peut-être le filtre à nettoyer parce qu'il sera rempli de sable. Et puis pour le reste, tout est impeccable. Pour cette première participation, les deux étudiantes visent le haut du classement. Oui, on espère. On est motivés, on est des aventurières et on va rien lâcher. Au total, plus de 2000 étudiants sont attendus au village de départ à Biarritz pour participer au 4L Trophy 2016. Et nous recevons à présent sur ce plateau notre journaliste sportif Mickaël Elmidoro pour la dernière chronique sport de cette année 2015. Bonsoir Mickaël. Bonsoir Florane. Alors qu'est-ce que vous nous avez préparé pour cette dernière chronique? Eh bien, je vais vous proposer un top 3 des sportifs yvelinois qui ont marqué l'année 2015. Ça n'a évidemment pas été facile, Florane. Ils sont nombreux à avoir écrit l'histoire du département cette année, mais la rédaction de TVFil 78 a tranché. En troisième position, on retrouve Lignemontain François Pervis. Vous connaissez forcément son nom, Florane. Le pistard de l'équipe de France a brillé lors des championnats du monde de cyclisme sur piste, une compétition organisée en février dernier au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Le cycliste de 31 ans a fait vibrer les 5000 spectateurs de l'enceinte sportive en remportant le kilomètre et le Keirin. Pour l'épreuve du kilomètre, François Pervis s'était élancé en dernier et avait devancé de 87 centièmes de seconde l'Allemand Joachim Ehlers. Dans l'épreuve du Keirin, Lignemontain s'était montré irrésistible devançant le néo-zélandais Edward Dawkins et le Malais Awang. Avec ces 2 victoires, Pervis a gagné le cœur des Français. Nous l'avions interrogé à la sortie des épreuves du championnat du monde en février dernier. J'ai envie de dire un grand merci parce que c'est exceptionnel, c'est vraiment incroyable. Tous les jours c'était bondé, même les jours de semaine. Moi j'ai eu le droit à une dizaine de tours, ils ont fait la Ola pendant une dizaine de tours. Je vous jure, ça fait vraiment chaud au cœur.
Le dernier virage dans mon kilomètre, j'étais planté de chez planté, je tirais le frein à main. Et si j'ai gagné, c'est vraiment grâce à eux parce que mon dauphin, il est à 8 centièmes de seconde derrière moi. Vous ne pouvez même pas vous imaginer 8 centièmes ce que ça représente, c'est rien du tout. Et il n'y aurait pas eu le public, sincèrement, j'aurais pas gagné. C'est vraiment eux qui ont fait la différence dans le dernier tour. François Pervis compte depuis cette année 2015 6 titres de champion du monde et ce n'est pas fini. Florane, l'année 2016 pourrait être encore plus belle et pourquoi pas une médaille d'or olympique à Rio l'été prochain. Eh bien oui, c'est pas fini. On lui souhaite évidemment peut-être de danser la samba à Copacabana avec l'or autour du cou. On remonte à présent dans le classement. Mickaël, à la 2e place, on retrouve les handballeuses de Montigny-le-Bretonneux. C'est un exploit quasi historique pour les Illes-Montagnes et pour le handball yvelinois. L'équipe senior est montée en National 1 cette année. 10 ans après avoir atteint ce niveau, les joueuses coachées par Philippe Létrange se sont imposées en juin dernier lors des barrages du National 2 contre Nîmes à Villefranche-sur-Saône près de Lyon. Les Illes-Montagnes avaient réussi à dominer leurs adversaires, le score 30-26. Cette victoire a ponctué une formidable saison. C'est pour cette raison que Montigny figure dans ce classement. L'entraîneur Philippe Létrange était au micro de Fanny Bourdillon. Une belle année, difficile, mais bon, je pense qu'on a mérité notre montée vu au match de barrage. Et je crois que les filles, le staff technique et le bureau sont très honorés de cette place. C'est positif, j'espère que on va y rester. Maintenant, il faut qu'on se construise tout autour de ça et qu'on grandisse grâce à ça. Cette montée récompense également l'histoire de tout un groupe. La plupart des filles jouent ensemble depuis 3 saisons. On écoute Philippe Létrange. C'est difficile dans un sport collectif de mettre une ou deux joueuses. Bon, je pense à Fanny Jean-Baptiste, Gabrielle Parlouer, qui ont tiré l'équipe en tant qu'anciennes, je dirais. Et puis les jeunes pousses qui ont su se mettre à niveau pour terminer à cette place-là. Le groupe devra se remobiliser pour cette fin de saison. Les Illes-Montagnes connaissent des difficultés en cette première partie de championnat. Après avoir remporté 2 victoires en 3 matchs en septembre, les promus se sont effondrés et pointent à une inquiétante 10e place. Mais rien n'est perdu pour le maintien. Effectivement, Mickaël, rien n'est perdu tant que la cloche n'a pas sonné. Justement, on passe maintenant à notre grand gagnant de l'année. Je crois que j'ai donné un petit indice dans ma transition. Vous ne m'en voudrez pas ? Vous êtes toutes pardonnées, Florane. Je sais parce que c'est vous. Le numéro 1 désigné par la rédaction de TV-Fil 78 est Élan Courtois. Il fait de la boxe. Il a construit ses victoires en s'entraînant de façon intense au Palais des Sports d'Élancourt. Il a remporté la ceinture de champion d'Europe des super moyens en mai dernier en battant l'Espagnol Hilario chez lui. Je veux bien sûr parler d'Adila Moumadi. Bonsoir Adila. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc le sportif yvelinois de l'année. Que représente pour vous ce titre ? Est-ce que c'était une belle année ? Une très belle année. Pour moi, le fait d'avoir déjà ce titre européen a été un objectif déjà atteint en début d'année. Et puis le fait de pouvoir garder et d'avoir toujours ce titre et d'être champion toujours européen, même en fin d'année, c'est super. Donc on va revenir sur ce fait marquant, cette victoire en Espagne contre Hilario. Racontez-nous cet exploit. Ça a été beaucoup de sacrifices sur des entraînements. Ça a été un combat aussi très intense. Hilario était un très grand boxeur, un bon boxeur. Il a fait partie de l'équipe nationale d'Espagne. Il a pu participer au dernier JO. C'était quelqu'un qu'il ne fallait pas prendre à la légère. Et puis, la victoire nous est quand même été favorable. Vous étiez outsider sur ce combat. Ouais. Et finalement, vous avez réussi à renverser la vapeur. Exactement. Donc, à défaut de ne pas l'avoir fait, justement, de ne pas avoir fait ce combat dans les Yvelines, on est comme revenu avec la ceinture, la chercher, du moins en Espagne. Et c'est une victoire aussi très importante dans votre carrière. Vous aviez perdu il y a 2 ans. Vous avez mis du temps à vous remettre dedans parce que personne ne voulait vous affronter, tout simplement. Voilà, c'était un peu compliqué. J'avais rencontré James Digal qui était champion olympique 2008 pour mon premier titre européen. J'ai perdu au point au 12e round par point, décision des juges. Et 2 ans plus tard, peut-être 1 an plus tard, on me propose justement, je deviens challenger européen. Et puis ça a mis du temps avant d'organiser le combat, mais ça s'est fait. Donc 2 ans quasiment sans boxe. 2 ans sans boxer. Mais on se préparait toujours. Et du coup, on pense quoi dans ce genre de situation quand vous gagnez la ceinture, quand vous avez la ceinture entre les mains, qu'est-ce qui se passe dans votre tête ? Quand j'ai eu la ceinture entre les mains, ça a été pour moi déjà un soulagement, un réconfort.
Et puis, je voulais absolument cette ceinture. Voilà, c'était le dernier objectif que j'avais pu me donner avec mon entraîneur, donc Antoine Farrugia, avec qui j'ai commencé justement ma carrière de boxe professionnelle. Et une fois que je l'ai eu, je me suis senti capable de faire encore plus. Donc aujourd'hui, j'attends du plus et je suis prêt à aller plus haut qu'un championnat d'Europe. Les spécialistes de la boxe estiment qu'aujourd'hui, vous êtes peut-être le meilleur boxeur en France. Ça vous flatte ? Oui, beaucoup. Oui, beaucoup. Pourtant, le meilleur, je ne sais pas si je suis le meilleur. C'est vrai que dans ma catégorie... Vous par rapport aux autres boxeurs en ce moment ? Dans ma catégorie, forcément, j'ai été champion de France. J'ai pu être... Aujourd'hui, je suis champion d'Europe. Il y en a eu d'autres, mais bon, aujourd'hui je suis champion d'Europe. Je crois que dans ma catégorie en France, c'est le titre le plus important. Et quels sont vos objectifs maintenant ? Les mondes. J'espère pour 2016. Et on se reverra une fois qu'on aura... Une conservation de ceinture peut-être aussi ? Il y aura peut-être une défense de ceinture ? C'est ça, on défendra ma ceinture. Si on peut faire de pierre à coups, ça serait pas mal. Maintenant, c'est vrai que je vois plus haut que... Donc, ça serait garder cette ceinture en la remettant en jeu. Et puis, aller encore plus haut, un monde si possible. Ça se prépare. Le problème avec vous, c'est que personne ne veut vous affronter. C'est ça le problème. Ça peut être difficile. Ça peut être parfois difficile. C'est vrai que... moi, j'arrive pas forcément à le comprendre. Je suis prêt toute l'année. Donc, Et vous avez 35 ans. Ouais. La boxe, vous comptez faire encore de la boxe pendant de nombreuses années ? Jusqu'à quel âge ? Vous Nombreuses avez fixé années, un objectif ? pas spécialement en âge. Pas en âge. Je me dis vraiment, je suis tant que ça me plaît, je prends du plaisir à faire ce que je fais, j'y vais. Donc on entendra encore parler d'Adila Moumadi pendant encore quelques années ? Ouais, c'est sûr. Et 2016, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de plus du coup ? Une ceinture mondiale. Ceinture mondiale ? Ouais, ceinture mondiale pour 2016. Et ça serait une très bonne chose. Une très bonne et très belle chose. En tout cas, on vous le souhaite, Adila. Merci beaucoup. Merci à vous, merci d'être passé sur ce plateau. Je le rappelle, vous êtes champion d'Europe des poids super moyens et donc maintenant sportif yvinois de l'année 2015. Félicitations Adila, d'ailleurs on a un petit cadeau pour vous. Un petit cadeau pour vous, Adila. Voilà, c'est la coupe. La coupe. Très bien. Trophée TVFIL 78. Merci, c'est super. Voilà, vous pouvez le mettre le sur votre cheminée. Pas le plus beau trophée de cette année, mais... Eh bien, merci beaucoup d'être venu, Mickaël. C'est la fin de cette édition, c'est la fin en tout cas de votre chronique, pardon. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve le lundi 4 janvier. C'est déjà dans mon agenda, Florane. Pour le 7-8 Sport et le jeudi 7 janvier pour votre chronique sport. Passez d'excellentes vacances, Florane. Merci vous aussi. Je vous souhaite de bonnes vacances également et de bonnes fêtes, Adila. Et justement, avant les vacances de Noël, le collège Champollion à Voisins-le-Bretonneux a organisé un événement de solidarité. Les bénéfices ont tous été reversés à l'association C'est que du bonheur qui vient en aide aux enfants hospitalisés. En novembre, ils ont organisé une collecte de jouets. Puis, ce vendredi, 2 séances de mini-zumba ont égayé le collège et permis de récolter des dons une nouvelle fois pour l'association. On écoute les élèves de ce collège qui ont organisé l'événement. On a fait de la Zumba et on a donné 3 € pour les enfants qui sont malades. Je trouve que c'est important, oui. Tant que c'est pour des gens qui en ont besoin, oui. Surtout si c'est pour des hôpitaux, je trouve que c'est important. C'est pour offrir des loisirs aux enfants hospitalisés. Avant les vacances, c'est sympa. Et en plus d'être avec d'autres élèves, avec un professionnel, c'était bien. Et c'est à présent la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis pour ce dernier journal de l'année 2015. À suivre, vous retrouvez à 20h30 toute la rédaction pour une émission spéciale fête de fin d'année avec des chroniques et plein de surprises. Ne la manquez pas. Je vous retrouve l'année prochaine, le 4 janvier, pour la première édition du 7-8, le journal de 2016. Je vous souhaite donc, ainsi que toute la rédaction, un joyeux Noël et de très bonnes fêtes de fin d'année.